On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Alors, bienvenue à tous. On est aujourd'hui en compagnie de Brigitte Rocheteau, chef du service addictologie au CHD Vendée, pour aborder le sujet de l'arrêt du tabac. Comme d'habitude, je vous informe juste que cette webconférence est enregistrée et que vous pouvez interagir avec nous tout au long de la webconférence via le chat. Et les questions, du coup, seront à la fin de l'intervention de Brigitte Rocheteau. Donc, je vais laisser la parole à notre intervenante. Et je reviendrai, du coup, pour les questions. À vous. Merci. Donc, bonjour. Je suis docteur Brigitte Rocheteau, effectivement, du CHD Vendée en addictologie. Et si vous le voulez bien, je vous propose d'emblée de partager un petit peu les quelques diapositives que j'ai faites. Du coup, c'est ça. Là. Partager. Voilà. Ah oui, PowerPoint. Je ne suis pas très douée en... Voilà. Donc, la dépendance au tabac est quelque chose qui est perçu de façon variable par les uns et les autres. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que la dépendance du tabac répond, comme toute addiction, à la consommation d'un produit que j'appelle moi couramment un produit magique qui amène une sensation de bien-être, ce qu'on appelle l'effet psychotrope. Psycho en grec, ça veut dire l'esprit, et trope, c'est le fonctionnement. Donc d'emblée, c'est un élément qui interfère avec le fonctionnement du psychisme. Et ça, c'est absolument fondamental. Cette sensation de bien-être, elle est réelle dans l'immédiateté. Souvent, on dit aux gens qui ne parviennent pas à arrêter de fumer, c'est un manque de volonté. Ben non, c'est pas du tout ça. C'est un manque de l'effet positif du produit. Et il se trouve que la nicotine est un puissant psychotrope, notamment lié à sa vitesse d'arrivée au cerveau, qui est quasiment immédiate, puisque c'est de l'ordre de 7 secondes, ce qui donne une dépendance quasi immédiate. Si on illustre avec l'alcool, qui a la même puissance addictogène en termes d'effets chimiques, en revanche, en termes de mise en place de dépendance, c'est bien moindre avec l'alcool sur une même population qu'avec le tabac. Et en fait, c'est uniquement lié à cette vitesse d'arrivée au cerveau que vous voyez sur la diapositive avec la courbe noire qui est en effet yo-yo, shoot, manque, shoot, manque. Voilà. On va y revenir sur cette diapositive après. Donc, le tabac fumé comprend essentiellement 3 grands points de composition. La nicotine. La nicotine, effectivement, qui est le nerf de la guerre, si on peut dire. Donc, c'est un puissant anxiolytique, un puissant antidépresseur. C'est aussi un stimulant de la vigilance et de la concentration. Mais en soi, elle n'est pas nocive. Je n'ai pas dit qu'il fallait prendre de la nicotine pour être en bonne santé. Mais en soi, elle est peu ou pas nocive. Par contre, son seul tort, c'est d'amener la dépendance. Donc, comme je venais de le dire juste avant, on en devient très vite accro. C'est pour ça que la meilleure des préventions au niveau du tabac, c'est de ne pas commencer. C'est pour ça que la majorité des interventions de prévention sont ciblées sur le jeune pour ne pas qu'il consomme, parce que ça va être plus rentable que d'intervenir plus tard. Donc, tabac fumé, 3 points, la nicotine, le nerf de la guerre, la feuille du tabac, qui comprend 2500 éléments nocifs, dont certains radioactifs, et la fumée. Que ce soit la fumée de tabac ou d'autres choses, toute combustion amène 1500 éléments nocifs, donc c'est valable pour le cannabis et c'est valable pour d'autres choses fumées. La combustion en elle-même, donc, c'est extrêmement toxique avec ce fameux oxyde de carbone qui est un voleur d'oxygène, ce qui fait que ça appauvrit la vitalité de tous les tissus. Et donc, la consommation de tabac et la fumée du tabac amènent toute la kyrielle de pathologies. Donc là, j'en ai cité quelques-unes, mais bien sûr, il y en a bien d'autres. Ça touche tous les organes. Comme pour toute dépendance, la dépendance tabagique se dissocie en 3 formes de dépendance. Donc la dépendance psychique, mentale, qui intervient dans la gestion des émotions et les ressentis.
La dépendance comportementale, qui gère la gestuelle, les automatismes, le conditionnement, les relations avec l'extérieur, avec l'entourage, etc. Et la dépendance physique, qui est responsable des signes de manque, ce qu'on va commencer par voir maintenant. Et en fait, à chaque expression de la dépendance, qui est bien sûr, toutes ces expressions sont concomitantes, eh bien, il va y avoir différentes propositions d'aide ou d'intervention pour contribuer à mieux vivre un arrêt ou une diminution du tabac. Donc, si on prend l'aspect physique, qui a vraiment sa part, hein, c'est important, ça se voit, c'est pas du tout une vue de l'esprit, ça se voit au niveau du microscope électronique, donc c'est quelque chose qui est absolument réel. Donc, effectivement, une des réponses, ça va être la nicotine, qui va aller se fixer sur les récepteurs des cellules cibles et donc les apaiser pour apaiser les signes de manque physique et bien sûr aussi au niveau du psychique. Les symptômes de sevrage plus de l'ordre physique au niveau du tabac sont pluriels, ils ne vont pas forcément tous apparaître en même temps. Une liste non exhaustive permet de serrer donc l'envie de fumer, tout simplement. Un sentiment d'irritabilité, tension, nervosité, des troubles de la concentration. Paradoxalement, à la fois agitation et somnolence, et troubles du sommeil nocturne. Il peut y avoir aussi des troubles du transit à type de constipation, ça se résout ça en une semaine. Il peut y avoir une toux, paradoxalement, là aussi c'est sur une semaine en général, parce que c'est les poumons qui se nettoient. Donc quand une personne arrête de fumer et qu'elle tousse pendant une semaine, c'est normal, au contraire c'est bon signe. Et puis il peut y avoir d'autres signes, maux de tête, crampes musculaires, sueur, nausées, la faim, puisque la nicotine naturellement coupe la faim, et l'envie de sucrer. Donc, l'accompagnement d'un sevrage ou d'une réduction du tabac en première intention, la plupart du temps, on va proposer un apport de nicotine qui ne va pas venir du tabac, justement, ni de la plante du tabac, ni de la fumée, mais qui va être de la nicotine de synthèse, autrement dit, la nicotine de substitution. Et ça va participer à diminuer les signes de manque et à rendre le sevrage ou la réduction plus confortable. Et ça, c'est fondamental. J'ai bien insisté en début que si on est dépendant à la nicotine, c'est que sur le moment, ça nous fait du bien et que rien ne pourra évoluer dans la durée, dans la diminution ou l'arrêt du tabac si on ne tient pas compte de ce bien-être, de ce confort. C'est absolument fondamental. Donc, on revient à cette courbe où on voit le trait noir en pic et en chute, qui correspond effectivement au taux de nicotine dans le sang de quelque chose de fumé, donc du tabac. Et vous voyez en dessous qu'à chaque courbe, ça correspond à peu près à une cigarette. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça va très très vite, hein, puisque le pic, l'effet shoot, est obtenu en 7 secondes. Hein, pour illustrer, c'est plus rapide qu'une intraveineuse 20 secondes. Et donc, face à ce que j'appelle l'effet yo-yo, hein, shoot, manque, shoot, manque, shoot, manque, un apport de nicotine peut donc se réaliser par le patch, et c'est la courbe rouge que vous voyez qui va être en plateau. Donc, le taux de nicotine apporté par un patch permet d'éviter le manque, en grande partie, en tout cas sur son expression majoritairement physique. Et bien sûr, elle n'apporte pas l'effet shoot. Ça, c'est évident. Donc ça, c'est une des premières réponses avec le patch. Cependant, ça peut être complété par d'autres présentations, comme les comprimés à sucer ou d'autres qu'on va voir par la suite. Donc, comme je l'ai déjà dit, la substitution de nicotine de synthèse est toujours préférable au tabac et à la fumée. Elle permet de diminuer les signes de manque du tabac, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle permet de rendre plus confortable cette étape. Il peut y avoir des risques de surdosage qui sont peu fréquents. Certains signes sont communs avec le manque. Donc, je vous ai signalé uniquement ceux qui sont spécifiques à l'excès de nicotine, qui est la sensation d'une bouche pâteuse ou une impression d'avoir trop fumé. Et en fait, quand on discute avec l'usager, ça lui est toujours arrivé à un moment donné d'avoir fumé plus que d'habitude pour des raisons de joie ou de tristesse, hein, de bien-être ou de mal-être. Et donc, spontanément, en fait, ils ont déjà fait les réponses. C'est-à-dire que spontanément, ils ont moins fumé juste après.
Donc, en fait, l'usager a souvent la réponse à ce problème-là. Et donc, effectivement, quand il y a trop des signes de surdosage, ben, la seule réponse, c'est diminuer l'apport de global de nicotine, soit de nicotine de synthèse si elle est exclusive, soit nicotine de synthèse et ou de tabac s'il y a un apport de tabac associé. Il peut y avoir aussi une association des différentes sources de nicotine de synthèse. Donc, soit une association entre les différentes présentations de nicotine de synthèse, donc patch, comprimé à sucer, etc., ou avec le tabac. Donc là, j'insiste, parce que souvent sur les notices des nicotines de synthèse, c'est mis qu'il ne faut pas fumer. Certains professionnels de la santé aussi, que ce soit médecins ou pharmaciens qui respectent à la ligne, à la lettre, les notices, du coup disent qu'il ne faut pas fumer et du coup ça limite l'accès à une diminution de l'intoxication par la fumée et le tabac. Donc je dis et je redis que ça peut être associé à la poursuite de tabac avec la seule condition que ça permette d'enlever au moins une cigarette en fin de journée par rapport à la consommation habituelle. Sinon, effectivement, c'est bilan nul. Donc, les différentes présentations de la substitution nicotinique, donc il y a les patchs, comme on a vu, on a des patchs sur 24 heures, des patchs sur 16 heures. Il y a des comprimés à sucer, comprimés sublinguaux, pastilles. En fait, tout ça, c'est à peu près la même chose, mais suivant les marques, ils n'ont pas le même intitulé. Et les gommes à mâcher, le spray buccal. Ces 4 présentations font l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie à 65% et plus 6 complémentaires. En revanche, l'inhaleur ou inhalateur, on trouve les deux expressions dans les marques ou la littérature, et la vapoteuse, la e-cigarette, ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. J'insiste un petit peu sur les comprimés à sucer, gomme à matcher, spray buccal, inhalateur, qui utilisent la perméabilité de la muqueuse, la peau à l'intérieur de la bouche, qui est extrêmement perméable, très bien drainée. Donc, en fait, le principe actif de la nicotine traverse facilement cette paroi et elle va vite dans la circulation générale. Comme c'est très bien drainé, ça va vite au cœur, donc très vite au cerveau pour apaiser le manque au niveau des récepteurs. J'insiste là-dessus de bien respecter effectivement les modalités parce que souvent les personnes les utilisent mal, notamment les gommes à mâcher qui utilisent comme un chewing-gum. Et du coup, il y a une hypersalivation qui va entraîner la nicotine dans le tube digestif, donc vers l'estomac. Et la nicotine est très agressive pour l'estomac, donc elle va amener une irritation au niveau de l'estomac. Et surtout, elle va insuffisamment traverser la muqueuse buccale, cette peau de la bouche très perméable, donc insuffisamment apaiser les sites de la nicotine au niveau du cerveau. Alors que par rapport à ça, le patch passe à travers la peau, enfin la nicotine du patch passe à travers la peau et est drainée par la circulation générale par la suite. Alors, comment choisir le traitement de nicotine de synthèse? C'est à la fois simple et compliqué. Il faut vraiment faire confiance à l'usager, se faire confiance si on est fumeur. On va s'appuyer sur ce qu'en dit le patient, le test de Fagerström que je vais vous montrer juste après, la consommation antérieure. Donc, à des éléments de repère, une cigarette industrielle correspond environ à 1 mg de nicotine sous forme de patch. Et les cigarettes roulées sont beaucoup plus nocives, de tabac roulé sont beaucoup plus nocives que le tabac industriel. Donc, du coup, ça, c'est un élément de repère. Mais c'est un élément parmi d'autres, parce que la réponse n'est pas que mathématique. Donc, le test de Fagerström, je ne sais pas s'il faut prendre le temps de le développer. Ce sont des questions. Donc, il y a un grand test comme ça avec ces 6 questions. Et puis, sinon, il y a un petit test. Voilà. Donc, si on revient sur le grand test, qui permet d'évaluer effectivement la dépendance essentiellement physique à la nicotine. Donc, en fonction du score, ben, effectivement, on va avoir une interprétation de 0 à 3. On dit non dépendant physiquement, parce qu'on peut être dépendant psychiquement au niveau comportemental sans forcément que notre Fagerström soit positif. 4 à 6, donc, c'est axé de
de Michael Gerström, qui conseille d'avoir une orientation. Pour nous, parce que la dépendance physique. Alors, comme on l'a dit, c'est à la fois simple et compliqué. Il est vrai que, comme je vais repasser encore la courbe, je crois, tout à l'heure, le patch, c'est vraiment confortable parce que c'est un effet en plateau et la personne n'a pas à s'en occuper. Ça n'implique pas les précautions d'usage du produit dans la bouche. On n'a pas besoin de se mesurer. Par exemple, pour les gommes, normalement, c'est un coup de dent toutes les minutes pendant 5 minutes, donc c'est difficile à respecter. Et par contre, le patch peut être complété soit par une cigarette, bien sûr, comme on l'a déjà dit, soit par ces fameux comprimés à sucer ou pastilles ou comprimés semi-ambus, ou éventuellement les gommes à mâcher, et qui permettent de répondre, parce que dans la vie, ce n'est pas linéaire, on n'est pas des moteurs, et donc on peut à un moment donné avoir plus besoin de l'effet de la nicotine pour ne pas être en manque. Et donc, l'apport soit de la cigarette, soit des présentations buccales répondent à ce besoin. Et encore une fois, la nicotine de synthèse est toujours préférable au tabac. Donc, il faut vraiment, c'est vraiment un travail qui se fait avec le patient, comme pour toute addiction, d'accord, d'une part, mais surtout vraiment pour le tabac, c'est incontournable. Je dis toujours que l'expert, c'est l'usager, hein, et que donc, c'est lui qui est aux commandes et qu'il faut avancer avec ce qui s'est ressenti et ses contraintes. La vapoteuse a une place importante, hein, donc il est bien établi parmi tous les professionnels en addictologie que la vapoteuse est un très bon recours à la diminution de l'intoxication par la fumée et la plante du tabac. Donc là, vous avez effectivement le développement de la composition d'une vapoteuse en insistant qu'effectivement, l'espèce de fumée, pseudo-fumée qui se dégage est une suspension en fait, mais pas du tout de la fumée qui revient d'une combustion, donc qui n'a absolument pas la toxicité de la fumée avec du feu. Donc c'est un petit peu redit ici, où effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas les éléments dont je vous parlais tout à l'heure de composition du tabac, dont beaucoup d'éléments radioactifs, et il n'y a pas notamment ce fameux monoxyde de carbone, l'oxyde de carbone, qui est un voleur d'oxygène, qui est dégagé par la combustion. Et à côté, vous n'avez rien de tout ça. Alors, il y a la nicotine, bien sûr, il y a des arômes, il y a de l'eau, il y a de la glycérine végétale et du propylène-glycol, on a un retour suffisant maintenant, qui n'amène pas d'éléments nocifs et de maladies. Et en tout cas, si ça en amène, c'est bien moindre, encore une fois, que le tabac fumé. Donc, on a un avis qui remonte maintenant à 2016 du Haut Conseil de la santé publique, si on s'appuie sur ces émissions, ces publications, qui considère bien la vapoteuse comme une aide au sevrage tabagique, qui constitue un outil de réduction des risques du tabac. Donc, si on revient sur les 3 volets de la dépendance, là, on a vu l'aspect physique, avec les signes de manque physique, en face de quoi la nicotine sera une très très bonne réponse. Et puis à côté de ça, on a donc la dépendance psychique, la dépendance comportementale, où là, effectivement, peuvent avoir d'autres techniques d'aide, soit au niveau cognitivo-comportemental, soit un accompagnement plus ciblé sur le psychisme, un accompagnement psychologique. Donc là, il y a énormément de propositions en France. Soit ce sont des techniques de relaxation, yoga, sophrologie, méditation, soit des techniques de thérapie cognitivo-comportementale comme l'hypnose, ça peut être l'acupuncture, etc., etc. La liste est longue. Toutes sont bonnes. Il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. En revanche, aucune n'est magique. Et c'est toujours important d'avoir une approche globale. En dehors de la nicotine de synthèse et de ces différentes techniques cognitivo-comportementales ou techniques psychologiques, on a 2 médicaments qui sont spécifiques au tabac, qui ont ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, pour l'arrêt du tabac. Donc on a le Champix ou varénicline, la dénomination internationale, le Ziban ou le bupropion en dénomination commune internationale,
qui sont sur des cures. Donc, le Champix, normalement, c'est 3 mois, mais récemment, ça a été renouvelable possible une fois. Donc, ça aide sur 6 mois. Et le Ziban en cure de 9 semaines. Donc, en général, on a recours à ces 2 médicaments après échec de la nicotine de synthèse des présentations cutanées ou buccales qu'on a vues tout à l'heure. Et sinon, il y a des approches médicamenteuses généralistes qui ne sont pas spécifiquement liées au tabac, de type anxiolytique ou antidépresseur. Bien sûr, on choisira toujours un médicament qui ne donne pas de dépendance si possible, mais c'est vraiment au cas par cas, c'est vraiment un costume sur mesure. Et puis, selon la personnalité psychiatrique ou l'intensité de la dépendance psychique, on a recours à tel ou tel médicament. Il existe aussi une aide par les pairs, PRPARS, hein, ce sont des groupes d'autosupport, soit en dématérialisé, donc en émédiation dans le sevrage tabagique. Il en existe notamment un dans le Pays de la Loire. Et d'autres groupes d'entraide qui fonctionnent un petit peu comme pour l'alcool, ce qu'on appelle les groupes de bénévoles. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe, qui est validé par la démarche qualité du ministère de la Santé et qui peuvent être animés par des personnes formées à l'addictologie tout en restant bénévoles. En conclusion, j'insiste qu'on ne choisit jamais d'être dépendant. Donc la dépendance, c'est vraiment quelque chose que l'usager subit. Il faut vraiment aborder la situation comme ça pour pouvoir l'aider au mieux. Un projet d'arrêt du tabac impose la validation de la place de l'effet magique de la nicotine dans la gestion des émotions du fumeur. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer les effets bénéfiques de la nicotine sans faire en sorte que la personne soit au moins aussi bien autrement. Donc, c'est la dernière phrase. Hein, sevrage du tabac s'appuie sur différents outils afin de permettre à l'usager d'apprendre à se sentir bien autrement qu'avec la nicotine. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'ai arrêté le diaporama. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. On va passer donc aux questions. Alors, une première question. Et les cigarettes light rendent-elles moins dépendants? Vous n'en avez pas parlé. Non. Alors ça, c'est du pipeau. Les cigarettes light sont peut-être plus light en nicotine, mais au niveau de la fumée, c'est la même toxicité. Et en fait, beaucoup d'études montrent qu'elles sont aussi nocives et aussi addictogènes. Ouais. C'est vraiment comment on appelle ça, une fumerie commerciale. Ouais. Et alors, j'ai juste pas indiqué à nos spectateurs, pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez du coup écrire vos questions via l'onglet discussion en bas de votre écran, ou alors questions-réponses. D'ailleurs, on en a d'autres questions. Une question sur pourquoi l'inhaleur et vapoteuse ne sont pas pris en charge alors que ce sont des aides à l'arrêt tabagique. C'est une très bonne question, je n'ai pas la réponse, merci de l'avoir posée. Je soutiens tout à fait la personne qui a posé cette question, mais sauf que nous, ça nous échappe. Hein. On a beau, dans les sociétés savantes, soutenir effectivement la prise en charge. D'ailleurs, c'est grâce à ça que ça a évolué, parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un forfait de 150 € par an et par personne. Et puis maintenant, effectivement, depuis 2019, il y a une prise en charge conséquente. Enfin, ça a évolué, parce que là, la situation d'aujourd'hui ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Et aujourd'hui, effectivement, on a une prise en charge, comme je l'ai signifié sur le tableau. Mais nous, on regrette effectivement que l'inhaleur et que la vapoteuse ne soient pas prises en charge. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là, du coup, c'est des éléments qui nous échappent, nous, soignants. Hein. C'est des éléments commerciaux et financiers avec les caisses. Alors, on a une autre question. Chez les femmes enceintes, est-ce qu'il vaut mieux continuer à fumer que d'arrêter brutalement? Alors, chez la femme enceinte, effectivement, je l'avais listé dans les conséquences pathologiques de l'usage du tabac et de la fumée. C'est valable pour le cannabis, bien sûr. Pour la femme enceinte,
Donc, effectivement, on va faire en sorte de réduire au maximum la toxicité tant de la plante que de la fumée. Ça, c'est sûr, comme pour n'importe quelle personne. Et donc, je ne sais pas comment répondre à cette question. Il est évident qu'on va l'accompagner pour réduire au maximum la toxicité. Cependant, ça ne veut pas dire que ce sera un arrêt brutal. On va l'accompagner comme une personne non enceinte, mais avec cette spécificité de la grossesse et de l'impact spécifique sur le fœtus. Je rappelle que le tabac fumé participe à soit des fausses couches en début de grossesse ou des accouchements prématurés en fin de grossesse, participe à des bébés petits, ce qu'on appelle le retard de croissance intra-utérin, puisque, comme on l'a dit, c'est un voleur d'oxygène par la fumée et que du coup, les tissus du fœtus ne peuvent pas se développer normalement puisqu'ils n'ont pas assez d'oxygène. Donc, effectivement, on va tout faire chez la femme enceinte pour l'accompagner à son rythme, le plus tôt possible si possible. Et j'insiste aussi, puisqu'il y a cette question-là qui est vraiment très, très importante, aussi au niveau de l'accompagnement de l'accouchement. C'est que souvent, on ne tient pas compte de quelqu'un, d'une maman qui n'aura pas complètement cessé le tabac et ou l'apport de nicotine de synthèse durant la grossesse. Bien effectivement, il faut tenir compte des signes de manque du bébé à la naissance. Ça, c'est très important et c'est souvent mal lu, mal vu. Ok. Alors, on a une personne qui demande si vous pouvez un peu plus développer la partie sur le fait de fumer alors qu'on est sous traitement avec un substitut nicotique. D'accord. Donc, comme on l'a vu, toute dépendance a trois sous-ensembles. La dépendance physique, alors ça dépend des produits, parce que la cocaïne, par exemple, n'a pas de dépendance physique, mais la nicotine en a un, le cannabis, l'héroïne et l'alcool. Donc, effectivement, il y a cet aspect physique, il y a l'aspect comportemental, la gestuelle, comme on l'a vu, et il y a l'aspect psychique. Voilà. Donc, comme vous voyez déjà, une dépendance, elle est déjà complexe. C'est déjà quelque chose de très complexe avec plusieurs façons de s'exprimer. Et donc, du coup, en face, si on veut diminuer au maximum, voire arrêter l'intoxication par la plante du tabac et la fumée, eh bien, il va falloir proposer une réponse complexe, une réponse à multifacettes. Et effectivement, je prends souvent l'exemple de tout fumeur dans son nombre de cigarettes a des cigarettes d'expression différentes. C'est-à-dire qu'il y a des cigarettes pour ne pas être en manque. Et les cigarettes qui sont fumées pour ne pas être en manque vont très facilement être remplacées par le patch, notamment à délivrance, on a vu en plateau. D'accord ? En revanche, le patch va être très peu efficace sur les cigarettes plaisir. Alors, les cigarettes plaisir, soit on les consomme avec le tabac fumé, ça sera toujours ça de moins que si on fumait également pour ne pas être en manque, soit on les compense par les apports buccaux de nicotine de synthèse buccale, c'est-à-dire comprimés à sucer, gomme, inhaleur, spray. Et donc, ça, c'est une des réponses. Ensuite, il y a aussi le mental. Il y a aussi le mental et qui fait que là, on a toutes les situations. On a des situations de personnes qui disent non, moi, c'est tout d'un coup, c'est rien ou c'est tout ou rien. Eh bien, il faut rouler avec. Donc, nous, on les accompagne dans ce sens-là. Ensuite, il y a des personnes qui disent ah non, moi, je fume depuis trop longtemps ou c'est pas possible, c'est dans ma vie, c'est associé à trop de choses, je peux pas arrêter brutalement. Ben, nous, on les accompagne. On les accompagne toujours dans l'objectif de la diminution pour aller bien sûr sur un arrêt, mais ça pourra je dis toujours que pour aller vite, il faut prendre le temps en addictologie. Et plus on roulera avec ce que nous, on nomme dans notre jargon les résistances de l'usager, plus vite on arrivera à une levée de ces résistances. Et donc, du coup, ça associe des réponses plurielles. Et donc, pour revenir à la question, effectivement, ça peut associer le recours à la nicotine de synthèse, qu'elle soit sous forme de patch ou de comprimés oraux, avec des vraies cigarettes. Est-ce que j'ai bien répondu à la personne? Elle peut demander à ce que je complète si elle veut. Elle peut nous le dire dans le chat, la discussion. Je vous dirai. Merci en tout cas. Alors, une autre question.
Une prescription médicale est-elle indispensable pour obtenir un remboursement des produits de substitution? Alors, c'est une très bonne question. Depuis 2019, effectivement, la prescription pour permettre le remboursement est permis non plus seulement par les médecins et les sages-femmes pour les femmes enceintes, ce qui était avant 2019, c'est aussi maintenant permis par les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les dentistes. Donc, toutes ces personnes qui ont un numéro ADELI, qui sont de cette profession-là, peuvent faire la prescription pour en permettre le remboursement. Sinon, j'ai oublié de le dire dans le diaporama, tous les substituts nicotiniques sont en accès vente libre en pharmacie. Très bien, c'est intéressant. Alors, une autre question sur l'aspect volonté et motivation. En fait, on a souvent l'entourage qui dit que la personne n'a pas de volonté si elle n'y arrive pas de motivation. Qu'en pensez-vous? Comment pouvez-vous expliquer ces sensations? Alors, c'est effectivement, je vais peut-être vous paraître quitter de sujet, mais je ne le quitte pas du tout. On est effectivement dans une culture trop cartésienne qui nous réduit à des moteurs, sauf qu'on a un psychisme. On a un psychisme et ça impose d'en tenir compte. Et dans ce psychisme, effectivement, il y a la notion de nécessité de bien-être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas suffisamment de bien-être. Et donc, si on prend une vie classique, toute l'organisation de notre vie, en fait, contribue à ce qu'on ait des sensations de bien-être, ce qui nous permet de rester en vie. Et donc, le bien-être ne dépend pas de la volonté. Le bien-être est complètement indépendant de la volonté. Donc, la volonté, elle a sa place, bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans la disposition de l'usager à vouloir effectuer du changement dans sa consommation de tabac. On ne peut rien faire sans, ça c'est sûr. En revanche, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. Et moi, je vais jusqu'à dire, mais que ce soit pour le tabac ou toute autre addiction, je dis et je serine et je répète que les personnes qui sont devant nous en soins ont le maximum de la volonté. Elles ont 100% de la volonté. Sauf que la volonté ne fait pas tout. Elle ne permet pas d'élaborer effectivement une autre façon de gérer ses émotions qu'avec l'effet magique de la nicotine. Et donc ça se travaille. Ça se travaille avec la nicotine de synthèse. Ça se travaille avec des techniques de thérapie cognitive ou comportementale. Ça se travaille avec du soin psychologique. Et ça se travaille notamment avec le partage avec des pairs PIRS dans les groupes de pairs de bénévoles. Alors, on a une autre question. L'accompagnement par un tabacologue est-il pris en charge par la Sécu? Oui, alors tout dépend où vous vous adressez. Le soin, on va parler de la Vendée. Hein. Le territoire de la Vendée est couvert par deux types de structures addictologiques. Il y a, donc ça se superpose, hein, c'est-à-dire que c'est le médico-social et le sanitaire. Sanitaire, c'est tout ce qui est hospitalier, et le médico-social, ce sont des associations qui ont des fonds publics avec des professionnels. Donc effectivement, au niveau du médico-social, les consommations sont gratuites. Donc là, ça ne fait pas l'objet d'un remboursement puisque c'est déjà... Ce sont des structures financées par le ministère de la Santé pour assurer cette prestation. Et donc, en Vendée, le territoire est également couvert par une compétence de l'hôpital. Effectivement, dans tous les hôpitaux de Vendée, vous avez accès à des consultations d'addictologie. En général, elles ne sont pas extraites de l'addiction. Et donc, toute structure d'addictologie propose des consultations, notamment tabacologiques. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le tri entre les addictions. Nous, en addictologie, on s'intéresse aux liens pathologiques que la personne a établis entre une conduite, que ce soit le tabac ou une autre. Donc voilà. Et donc, à l'hôpital, non plus, il n'y a pas de financement de la part de l'usager non plus. Après, en Vendée, à ma connaissance, il y a un médecin généraliste addictologue. La lecture est difficile parce qu'ils sont plus ou moins affichés. Et là, ça fait l'objet du remboursement d'une consultation
de médecine. Voilà. Sinon, vous avez aussi les infirmières azalées, qui sont des infirmières attachées au cabinet de soins de médecine de ville, qui sont formées aussi à l'entretien motivationnel. Beaucoup sont formés à l'accompagnement au niveau du tabac. Et à ma connaissance, mais à vérifier, là je ne mettrai pas ma main à couper, à ma connaissance, je crois que ça ne fait pas l'objet d'un remboursement non plus pour les usagers. Mais à vérifier. D'accord. On vérifiera. Il y a la personne du coup qui a demandé à développer le fait de continuer de fumer malgré la substitution de nicotine. Donc, qui vous remercie pour votre explication et qui dit qu'il y a beaucoup de personnes qui associent justement le produit de substitution et l'arrêt complet du tabac, comme vous le disiez. Et du coup, il vous demande votre avis sur la diminution. Est-ce qu'il y a une diminution de consommation de tabac en France? Alors, je ne suis pas une pro du chiffre. Et j'y avais pensé, puis j'ai oublié de les regarder, les données nationales avant le webinaire. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a quand même une toute petite diminution de la consommation du tabac en France, de 33 à 30% à la louche, hein, donc ça reste quand même minime. Voilà, donc il y a une toute petite diminution. Alors c'est vrai que le prix du tabac y contribue. Encore une fois, comme je disais en début d'intervention, les actions sont ciblées pour ne pas commencer à fumer, parce que dès qu'on commence, on devient dépendant et c'est beaucoup plus difficile après. Et par contre, effectivement, l'augmentation du prix du tabac va considérablement pénaliser des usagers installés dans leur dépendance, puisque avec l'augmentation du prix, la proportion du budget consacré au tabac va augmenter forcément pour que la personne ne soit pas en manque. Donc, ça va pénaliser surtout les personnes à revenus bas. Mais par contre, la hausse du tabac, effectivement, participe quand même à limiter l'initiation au tabac. Un petit peu. D'accord, très bien. Alors, on va arriver dans les dernières questions, du coup. Si je m'arrête de fumer, j'ai peur de grossir. Comment faire? Est-ce que c'est vraiment le cas? Alors, je n'ai pas développé ça dans le diaporama, effectivement. La nicotine, effectivement, c'est très injuste. Ça coupe la faim et ça fait qu'à même poids, même alimentation, on va brûler plus de calories que si on n'avait pas de nicotine. Donc, c'est très injuste parce que si on arrête l'apport de nicotine d'emblée, je parle à la fois du tabac et pas d'accès à la nicotine de synthèse, mais effectivement, on va avoir une faim qui va être moins masquée, donc qui peut s'exprimer de façon plus importante. Et on va, à même alimentation, même activité, on va moins brûler de calories. Donc effectivement, à la louche, si vous voulez, quand on arrête de fumer, là encore une fois, sans apport de nicotine de synthèse, que la nicotine de synthèse permet justement de casser cette courbe et justement de limiter la prise de poids. Donc à la louche, si on arrête totalement l'apport de nicotine d'un coup, il y en a un tiers qui vont pas prendre de poids, un tiers qui vont prendre du poids et en perdre, et un tiers qui vont prendre du poids et pas le perdre. Et effectivement, alors ça reste minoritaire, mais on a effectivement quelquefois des grosses prises de poids. C'est pour ça que l'arrêt du tabac se prépare et justement en essayant d'anticiper sur des conduites alimentaires qui ne sont pas forcément adaptées et en essayant d'accompagner la personne pour la mise en place d'une hygiène alimentaire qui va effectivement limiter ce risque. Donc, et puis souvent aussi, on peut associer donc c'est vrai que l'enquête alimentaire fait partie systématiquement d'une consultation de tabacologie et il peut y avoir une aide par une diététicienne. Et puis après, si vous voulez, derrière, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Si on arrête le tabac et qu'il y a des troubles du comportement alimentaire, donc on découvre la forêt. Donc effectivement, il faut être très prudent. Quelle place ça a dans tout ça, dans la vie de la personne, et comment on peut accompagner au mieux cette situation. Très bien, merci.
Alors, est-ce qu'on a une autre question? Oui. C'est encore une question. Apparemment, ça fait vraiment des controverses sur les substituts et le fait de fumer en même temps. En fait, on me demande comment connaître le milieu, du coup, combien de cigarettes doivent être éliminées, combien de milligrammes. Ah, j'ai pas la réponse. C'est pas moi qui l'ai, c'est l'usager. Encore une fois, l'usager est expert. Donc, puisque manifestement, j'ai pas été assez précise, je vais vous dire exactement comment je pratique avec les personnes. Je leur demande si elles ont besoin de quelqu'un, comme moi par exemple, pour savoir quand fumer et combien fumer. Après un temps de recul, parce qu'ils se disent ben, qu'est-ce qu'elle est en train de me demander, là, je ne comprends pas. Une fois que la question est comprise, les personnes me disent bah, j'ai besoin de personne. Je ressens moi-même l'envie de fumer et je décide moi-même, je donne lieu à la gestuelle de prendre une cigarette ou pas, moi-même, sans qu'on me le dise. Et donc, je leur envoie que, effectivement, je leur dis, je vous rassure, c'est bien la réponse que j'attendais. Et donc, je vous confirme que vous êtes bien l'expert de la gestion de votre besoin de nicotine. Voilà. Et après, je figure ça sous l'histoire de robinet. Donc, on va faire de la plomberie. Tout usager, finalement, a un robinet de nicotine qu'il ouvre selon son expertise, de son besoin de nicotine, plus ou moins, donc avec de la nicotine qui vient du tabac. D'accord ? Or, moi qui suis soignante, je suis là pour maintenir la vie dans les meilleures conditions possibles. Donc, je vais proposer à l'usager de diminuer l'intoxication par la fumée et par le tabac. Donc, du coup, la conséquence, c'est que si on diminue le tabac et la fumée, ça veut dire qu'on ferme un petit peu le robinet de nicotine qui vient du tabac fumé. Ils me diront après par les questions s'ils ont suivi. Or, moi, en tant que soignante, je ne veux pas que la personne soit en manque de nicotine, en tout cas dans un premier temps. Enfin non, je ne veux pas du tout qu'elle soit en manque de nicotine. Ça veut dire qu'il faut ouvrir d'autres robinets. Et les autres robinets, ben effectivement, c'est le patch et ou le comprimé à sucer et ou l'inhaleur et ou la vapoteuse. Et là, c'est l'usager qui est l'expert de la gestion de son besoin de nicotine qui va rapidement, ça ne met pas plus de 24 heures à stabiliser les choses. Et c'est l'usager qui sait et c'est l'usager qui va régler l'ouverture de ces robinets. Donc, dites-moi si, en fonction des réactions, les gens ont compris. Alors, pour le temps que ça arrive, mais j'ai trouvé ça très clair, en tout cas personnellement. Cette métaphore avec les robinets, même si je ne suis pas plombière. En tout cas, merci. Pour l'instant, il n'y a pas trop de réactions là-dessus. N'hésitez pas en tout cas à interagir. Une question sur la consommation des jeunes qui vapotent, en fait, qui ne fument plus, mais qui vapotent de plus en plus, du coup, et sans avoir commencé à fumer. Vous en pensez quoi ? Quel est le danger ? Alors, c'est un débat qui est récurrent, qu'on entend souvent, effectivement, que du coup, l'initiation à la nicotine se fait aussi par la vapoteuse, ce qui est une réalité. Donc, moi, je n'ai pas de position personnelle là-dessus. Ce que je dirais, moi, en tant que soignante, c'est toujours mes critères de maintenir la vie dans les meilleures conditions possibles, donc de limiter au maximum les intoxications. La vapoteuse sera toujours moins nocive que le tabac fumé, ça c'est sûr. Donc, après, le débat, ce n'est pas tant vapoteuse ou pas vapoteuse chez le jeune que son bien-être. Et en fait, derrière l'attitude, la pratique de consommation de vapoteuse du jeune, il faut vraiment s'intéresser à lui, voir comment il va, quel sens ça a au moment où il le fait. Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement dans le groupe de copains dans lequel il est ou de copines? Est-ce que ça cache un mal-être existentiel? C'est vraiment les questions que ça pose. Je vois, très bien. Alors, on n'a pas de questions là, mais juste des informations que je fais partager. Il y a Annie qui nous dit qu'il y a un article très intéressant dans le Ouest France au sujet du tabac.
qui est paru le 31 mai. Donc, si ça vous intéresse, à aller voir. Et une autre personne qui témoigne, Marie-Paul, qui témoigne qu'elle a arrêté il y a 84 jours avec patch et pastille. Et elle tient un cahier donc, dans lequel elle écrit son ressenti depuis qu'elle a arrêté. Elle met tout en couleur et elle a lu ce principe dans le livre d'Aliane Carr. Voilà, elle partage son expérience qui peut peut-être marcher pour d'autres personnes. Donc, on va conclure sur cela et n'hésitez pas, les spectateurs, à nous poser des questions par mail si on peut y répondre. On le fera avec plaisir. Et de toute façon, nous enverrons un questionnaire de satisfaction comme d'habitude. Je remercie du coup le docteur Brigitte Rocheteau pour cette super intervention et ces échanges. D'ailleurs, je voulais juste notifier, tout à l'heure j'ai oublié, vous avez parlé de pratiques relaxantes comme la sophrologie ou le yoga. Nous, en tant que Ligue contre le cancer de Vendée, on propose aux personnes atteintes du cancer ce type d'activité bien-être. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous êtes dans ce cas de figure. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous le jeudi 17 mai à la même heure pour la prochaine webconférence avec le... Pas 17 mai, 17 juin sûrement. 17 juin, excusez-moi. Merci beaucoup. Donc le 17 juin, avec le docteur Van Steen à l'Institut, qui est docteur à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et il abordera le sujet de l'alimentation pendant et après le cancer. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien d'inscription est disponible sur notre site internet et sur l'événement Facebook est déjà publié. Voilà, cette webconférence sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, au plaisir de vous revoir sur d'autres conférences et merci encore, Dr. Brigitte Rocheteau. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée.